Bernard de Rome, bonjour. Bonjour Gérald. Quel plaisir de vous voir. Je dirais te voir parce qu'on se connaît depuis quand même quelques années, mais on va se vous voyer parce qu'on est à Radio-Canada. Ben, l'usage le veut, et puis ça va. Moi, j'ai veut. pas objection, mais il est certain que je suis le plaisir partagé de me retrouver autour de ce micro auprès de vous, mon cher Gérald. Absolument. Bernard, vous avez été tellement présent dans nos vies. Si je parle comme téléspectateur, vous avez été très présent, puis on a l'impression de vous connaître par cœur. Puis dans le fond, on vous connaît pas tant que ça. Pour ne pas dire, on vous connaît pas du tout, ou presque, parce que vous vous êtes pas beaucoup répandu dans des entrevues au fil du temps. Quelques-unes des entrevues quand on cherche dans les archives. Est-ce que c'est le fait que vous avez toujours cru et tenu à ce que l'information, le contenu, ce qu'on livre aux téléspectateurs et aux auditeurs, soit la priorité dans la tête des gens, beaucoup plus que la personnalité que vous êtes? Ben, c'est certain que c'est la première des choses. Je veux dire, c'est le contenu. Lorsqu'on a le privilège d'être à l'écran tous les soirs de la semaine, bon, au début, c'était 5 soirs. Maintenant, enfin, par la suite, c'est devenu à 4 soirs, mais quand même, ce qui est un grand privilège que de prendre l'antenne. À un moment donné, bon, bien sûr que il y a une polarisation quelque part, à un moment donné, en fonction des sujets abordés. Enfin, tout dépend. Alors, je pense que c'est important, je veux dire, on est là pourquoi? Pour présenter un contenu. C'est la première, c'est la matière première, si vous voulez, du métier que l'on exerce. Alors, et puis ensuite, moi, j'ai toujours voulu être très discret. Oui, j'ai toujours voulu, les questions familiales, bon, c'est autre chose. Ouais. De Rome, le journaliste, de Rome, le citoyen, c'est autre chose. De Rome, oui, comme bien d'autres, père de famille, qui a ses hauts, qui a ses bas. Ouais. Bon, bref, ça a toujours été une règle de vie pour moi. Ça a toujours été une règle de conduite qui, je crois, m'a bien servi jusqu'à maintenant. Et une chose aussi, et j'ai toujours eu un peu peur, je vais vous dire très franchement, des gens qui s'expriment à propos de tout et à propos de rien. Mm-hmm. Pas certain. Enfin, on a tous une opinion sur quelque chose. Est-ce qu'elle est valable? Est-ce que elle mérite d'être rendue publique à tort ou à raison? Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça. Je veux dire, alors, je pense qu'il faut choisir aussi, je dirais pas ses bagarres. Oui, on choisit ses bagarres, mais on choisit aussi le propos que l'on veut tenir et, enfin, s'il s'agit d'un message ou enfin d'une opinion, il faut savoir à qui et où on le livre. Alors, vous allez permettre une entorse aujourd'hui. Je veux parler un peu de vous et, et de votre famille et d'où vous venez. Vous venez d'un milieu quand même assez ouvert sur la culture, sur le monde de la culture. 2 sœurs, un peu plus vieilles que vous, qui sont toujours en vie, qui ont un peu plus de 80 ans aujourd'hui. Ouais. Et vous venez d'un milieu familial... Je suis pas très loin de ça, maintenant. Non, mais pas encore. Vous venez d'un milieu familial où il y avait beaucoup la culture. La musique est importante. La musique est très importante. Les livres, il y en avait chez moi, c'est un fait. J'avais des sœurs qui ont fait beaucoup plus d'études que moi, je n'en ai fait. Et je suis pas un secret pour dire, moi, que je suis un drop-out, oui, du collège classique. Alors, je le dis, puis je ne m'en vante pas, mais il faut l'assumer une fois que c'est comme ça. Mais ça vous a pas nuit? Ça ne m'a pas nuit. Je veux dire, oui, mais je l'ai regretté beaucoup. Je l'ai regretté beaucoup. En même temps, ça m'a permis une chose, je vais vous dire, c'est que avant, et c'est peut-être pour ça que je suis si discret, et c'est peut-être pour ça que le contenu est important, c'est pour ça parce que j'ai appris dans la vie, comme ça, au fur et à mesure, j'ai appris à écouter beaucoup, avant d'arriver pour se prononcer, comme je disais tantôt, sur tout et sur rien. Il faut prendre le temps de le faire, puis il faut être certain que ce que l'on dit est pertinent. La pertinence est fondamentale. Est-ce que ça vous donne le syndrome de l'imposteur? En fait, avez-vous été habité par le syndrome de l'imposteur dans un sens? C'est-à-dire, peut-être pas jusqu'à ce point-là, mais quand même, je veux dire, j'ai souffert de ça. Je le dis, moi, même quand j'ai commencé le téléjournal, j'avais pensé peut-être parallèlement mener des études en droit. Oui. Est-ce que j'aurais été bon plaideur? Je ne le sais pas. Est-ce que j'aurais fait du droit, du litige? Mais je ne le sais pas. Évidemment, c'était des gens très engagés dans le métier, au téléjournal, qu'à un moment donné, j'ai abandonné, et puis j'ai dit non, c'est pas possible de mener les deux parallèlement. Bon, alors pour revenir à ce que vous me demandiez, oui, la musique est importante, la culture, les livres est important. Oui, et mes sœurs, d'ailleurs, avaient complété leurs études classiques. Alors moi, évidemment, qui ai lâché en rhétorique, mon grande dame de mon père, qui s'arrachait les cheveux, se demandait ce qui arriverait au seul fils de la famille. Alors bref, finalement, on m'a fait confiance. Et puis, heureusement, avant qu'il ne quitte ce bas mot,
il a vu que les choses n'allaient pas si mal que cela, finalement. Oui, finalement, ça s'est bien passé. Votre père a été un peu journaliste. Votre grand-père, surtout, a été journaliste parce qu'il a fondé La Patrie. Et puis, mon grand-père était directeur de la presse, d'abord. La presse pendant un certain temps. Et puis, à un moment donné, M. Dutremblay lui avait dit, écoute, Oswald Méran, de qui j'étais très près d'ailleurs, lui avait dit, écoute, La Patrie, ça va très bien, j'aimerais bien que tu ailles passer 6 mois pour voir un peu ce que tu peux y faire. Et finalement, il dit, écoute, laisse-moi y penser. Et réflexion faite, il a décidé, il dit, si j'y vais pour de bon. Alors, il est allé, il y avait une presse quotidienne, une patrie quotidienne, c'est-à-dire à ce moment-là. Et c'est là qu'il a fondé la Patrie du Dimanche, qui a obtenu des très, très, très grands tirages. À ce moment-là, il y avait un petit journal, évidemment, qui était le concurrent, là, le journal du Dimanche. Et puis, voilà. Puis mon père, lui aussi, c'est pendant la crise seulement qu'il s'est retrouvé un peu assez cassé. Ouais. Il a fait un peu de micro, mais il est vite revenu dans le domaine des affaires des assurances par la suite. Mais donc, votre grand-père, qui était surtout donc journaliste, ou en tout cas dans le monde de la presse, la littérature, l'histoire, les journaux chez vous, sans aucun doute, c'est tout ça qui vous amène, dans le fond, au journalisme. Oui, c'est-à-dire que ce qui m'a amené, j'étais fasciné jeune, les journaux très jeunes, je les lisais, il y avait des journaux qui entraient à la maison, bien sûr que Le Devoir entrait à la maison, la presse entrait à la maison, le Star, papa arrivait le soir avec la 2e édition du Star, il y avait 2 éditions du Montreal Star à ce moment-là, alors tout ça, là, ça c'était sur la table, dans le salon, et j'ai eu accès à ça, bien sûr. Et puis, mais j'étais fasciné aussi par le médium, par la radio d'abord. Ouais. La radio me fascinait, très jeune, j'en écoutais. J'écoutais les bulletins d'information, moi, tout jeune, je veux dire, j'étais fasciné par ça. Je les lisais, les journaux, bien sûr. Et puis, la télévision est arrivée à un moment donné, en 1952. Moi, j'étais encore à l'école primaire, à la petite école, et je me souviens qu'en 52, on n'avait pas la télé chez nous, où mes parents avaient dit c'est très mauvais pour les études. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient à ce moment-là. Wow. On peut l'entendre encore aujourd'hui. Enfin bon, et puis il a fallu, je pense, 1 an et demi avant que nous n'ayons la télévision. Oui. Je me souviens très bien, j'arrivais à l'école, j'avais des camarades qui étaient là, qui disaient tu lis telle chose hier soir, telle autre histoire, puis moi j'avais là une espèce d'innocent. Donc la première chose que j'ai vue, moi, à la télé, c'était chez une tante qui avait la télévision, et c'était le couronnement de la reine. La même reine que nous avons toujours, Élisabeth II. Absolument. Alors, évidemment, via la technologie de l'époque, on sait ce qui s'était passé. J'étais un peu fasciné par ça. Hein? Il est arrivé quelques heures auparavant. Les kinés qui avaient été mis à bord d'avions à réaction des forces canadiennes qui avaient atterri à Saint-Hubert et donné un hélicoptère qui amenait ça sur un toit d'un édifice près de Radio-Canada. Puis là, on diffusait. C'était quoi? C'était presque du RDI avant le temps, quoi. Un peu plus complexe, quand même. Un peu plus complexe, mais enfin, moi, c'était la première fois que j'ai vraiment vu la télévision. C'était ça. Est-ce que j'aurais pu m'imaginer qu'un jour, je ferais la description du mariage de son fils de Lady Di, des funérailles de Lady Di, enfin, depuis l'histoire constitutionnelle par la suite, là, mais ça, c'était pas vu à l'époque, mais c'était quand même ça. Que faisait votre mère? Ma mère était à la maison, était très près de moi. C'est sûr que mes sœurs étant plus vieilles que moi, ayant quitté la maison, moi, j'ai une sœur qui est en France depuis presque 65 ans maintenant, je l'ai peu connue. Enfin, on se voyait, on se visitait et tout. Mon autre sœur est partie assez jeune également. Donc, j'ai été élevé plus ou moins seul. Et j'ai été élevé entouré, évidemment, par des parents absolument extraordinaires. J'ai été extrêmement gâté d'amour, d'affection, de compréhension. J'ai un petit côté un peu délinquant. C'est peut-être pas connu, mais j'ai peut-être un petit côté un peu délinquant. Racontez-nous ça. Ben non, mais enfin, je dis délinquant, c'est-à-dire j'ai pas commis de crime ou de choses comme ça, mais je dis, le fait d'avoir, je sais pas, dit au diable le cours classique, bon, j'avais une tête de cochon un peu, et souvent, j'ai été un peu impulsif dans ma vie, mais j'ai toujours eu cette compréhension de ma mère qui me suivait et qui, finalement, prenait le temps de comprendre, enfin, ce que je pouvais ressentir. Bon, j'ai été extrêmement gâté sur le plan de l'affection, sur le plan de la façon dont j'ai été élevé, quoi. Ouais. Quelle valeur vous retenez de vos parents et que vous avez transmise à vos propres enfants? Vous avez 3 enfants. Ben, j'espère que je pourrais être un aussi bon père que mon père ne l'a été à mon endroit. Mon père était un homme très bon. Bon, la bonté même.
la bonté même. Ma mère aussi, mais c'est une femme... comment dire, c'est elle qui exerçait une très grande influence sur mon père, mais dans sa bonté, qui était là pour, au fond, accompagner ma mère. Pas que mon père était une poule mouillée, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, c'est que ma mère est une femme pas autoritaire, mais qui savait où elle allait, qui avait le sens des choses justes, en même temps qui était extrêmement compréhensive aussi. Ouais. Alors, c'est ce que je retiens de mes parents. Et l'instinct de protection était très, très présent. Et je pense que j'en ai eu besoin, quoi. Je veux dire, je vois encore, là... il n'y a pas longtemps, moi j'ai 74 ans aujourd'hui, hein, puis il y a quelqu'un qui a perdu sa mère il n'y a pas longtemps. Tu sais, encore une fois, je dis, il n'y a pas d'âge pour perdre sa mère. C'est quelque chose d'extrêmement précieux, pas plus que son père du reste, mais je veux dire, c'est quelque chose de tellement fondamental. Et moi, quand je dis que transmettre à mes parents, j'espère que, à mes enfants, j'espère que j'aurai le sens de l'équilibre, du jugement, de l'amour que je leur transmets. Les enfants, moi, je leur dis, je vous aime, j'ai jamais cessé de leur dire. Des fois, il peut y avoir des petits affrontements, il y en a eu pour maintenant, mais je suis content de voir la façon dont ça se passe. Puis il faut dire que leur mère aussi a fait plutôt un travail assez merveilleux. Ça, je dois lui rendre justice, et surtout dans les circonstances dans lesquelles ça s'est produit. J'ai passé quelques soirées avec vous au travail et vous avez quelques-unes quand même et d'autres beaucoup. Puis vous avez partagé beaucoup de vos soirées avec le public, le grand public. Puis quand vous êtes parti en 2009, votre deuxième départ du téléjournal, le message que vous avez lancé ce soir-là était empreint d'émotion et de sérénité en même temps, mais il y avait une émotion par rapport à votre famille, par rapport à vos enfants. Est-ce qu'il y a une part de sacrifice qui est importante pour vivre la vie professionnelle que vous avez vécue? C'est-à-dire, lorsqu'on assume un travail, lorsqu'on décide d'embrasser une carrière, j'aime pas le mot carrière, parce que je crois pas avoir été carriériste, mais lorsqu'on accepte un poste et on est là pendant un certain temps, je veux dire, il faut assumer les tâches qui viennent avec ça, puis enfin les sacrifices, je pense qu'il y en a un peu partout. C'est certain que le soir, moi je n'étais pas à la maison pour les devoirs, pour ces choses-là. Les enfants, je le cache pas, j'ai été séparé de leur mère, là, à un moment donné, ils ont été séparés, vraiment en très très bon terme, mais moi, tous les enfants, tous les matins, j'allais les chercher, je les voyais tous les week-ends, mais c'est certain qu'il y a une part de sacrifice là-dedans. Mais est-ce qu'il peut en être autrement? Je regarde ma fille, par exemple, mes filles qui est avocate, je veux dire, travaille jusqu'à des 3 heures du matin. Bon, elle n'a pas encore d'enfant, mais il reste que, je veux dire, même chose pour vous. Bien sûr, absolument. On fait quoi les week-ends, là, lorsqu'on a une émission quotidienne, puis on a des émissions spéciales, on fait quoi? On arrive avec des documents à la maison, puis on continue de bosser. Je veux dire, il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre solution. Bon, c'est comme ça. Mes enfants l'ont compris. Moi, j'ai une relation absolument extraordinaire avec mes enfants, avec mes petits-enfants aujourd'hui. Et puis, c'est comme ça, quoi. Mais, croise les doigts, j'ai été chanceux. Mais c'est un fait qu'il fallait que je leur rende hommage, que je les salue, que je les remercie de leur compréhension. Les enfants qui étaient assez vieux à ce moment-là pour comprendre, ce qui s'était passé, quoi. Ce dernier téléjournal, je le signe avec sérénité, avec reconnaissance. Reconnaissance d'abord envers vous pour toutes ces années où vous m'avez permis d'entrer chez vous. Merci pour votre confiance, pour votre fidélité, que nous avons voulu honorer en retour par le souci de présenter une information qui soit respectueuse de votre intelligence. Une information qui a un sens. Et pour moi, comme pour beaucoup d'autres, Radio-Canada est et reste la référence en information. Merci à tous mes collègues, à chacun d'entre vous, parce que le téléjournal est une équipe. Un gros merci à mes amis techniciens que je salue ce soir comme après chaque émission. Merci à mes enfants qui ont su comprendre que le métier de leur père pouvait parfois aussi être exigeant.
Vous écoutez une entrevue de Gérald Filion avec le journaliste et présentateur Bernard de Rome à l'émission Les Grands Entretiens sur ICI Radio-Canada Première. Bernard de Rome, en 1963, vous avez intégré le service d'information de la station CJBR de Rimouski, qui était considéré comme le club école de Radio-Canada, en quelque sorte, si on parle en termes de hockey. Vous aviez 19 ans à l'époque. Quelles étaient vos intentions, vos aspirations à ce moment-là? Non, c'est vraiment la radio, la télévision. J'étais fasciné par le médium. Et rapidement, je voulais faire du journalisme, quoi qu'à ce moment-là, là-bas, à Rimouski, parce qu'il y avait eu quand même, c'est vrai, un club école. Le premier, d'ailleurs, celui devant qui j'ai passé une audition pour être accepté à Rimouski, c'était Miville Couture, qui était un des premiers là-bas. Miville, le restaurant chez Miville à Radio-Canada, c'est à cause de lui. Bon, le gars du matin, Miville. Raymond Laplante a commencé là-bas, combien d'autres? Pierre Paquette, Michel Garneau, pas Richard, mais Michel, l'auteur, le poète, l'écrivain, le grand jazzman, je dirais. C'est là que j'ai découvert le jazz. Henri Mouski, Garneau est arrivé avant moi, mais qui avait bâti une discothèque absolument extraordinaire. C'est comme ça que j'ai connu, Coleman, Miles Davis, tout ça, quoi. Et donc, vous l'avez appris sur le tas, parce qu'il n'y avait pas de formation. Il n'y avait pas d'école de journalisme à l'époque, bien sûr qu'il n'y en avait pas, bien sûr. Est-ce que, je serais allé en histoire, je serais allé ailleurs, peut-être. Maintenant, forcément, la plupart de ceux qui accèdent au métier ont une formation. Enfin, peu importe la formation, je veux dire, il y a une base. École de journalisme, ça n'existait pas, c'est évident que c'est sur le tas. Alors là-bas, j'ai fait beaucoup de disc-jockey, moi, à Rimouski, là. J'ai fait ça beaucoup, tellement qu'à un moment donné, Radio-Canada m'avait offert un poste pour revenir à Montréal, parce qu'on disait toujours, Rimouski, moi j'ai eu un mentor là-bas qui s'appelait Sandy Burgess. Burgess, c'est le gars qui a mis au monde en radio également Nadeau, qui est venu avant moi, Pierre Nadeau. Donc j'ai vécu dans l'ombre de Pierre pendant très très longtemps, puis Sandy me disait, Pierre fait ci, Pierre fait ça, puis tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, Pierre fait ci. Puis, et puis évidemment, Pierre déjà avait une carrière assez retentissante, mais à un moment donné, moi je me disais, oui, éventuellement je vais revenir à Montréal, à Radio-Canada, et on m'avait invité à animer une émission, parce que Jacques Boulanger faisait une émission de disc jockey, je pense que c'était à 19h le soir, et il passait à la télévision, puis là, il fallait quelqu'un pour le remplacer. Puis là, finalement, on m'a offert d'aller le remplacer. J'ai dit non, je pense que c'est pas le domaine qui m'intéresse, c'est vraiment l'information. Ouais. Et ensuite, c'est en passant par Radio-Canada, Ottawa, où j'ai mis les pieds à Radio-Canada. Et ensuite, vous avez été au contact de Michel Tisser, de Wilfrid Lemoine. Et Miville Couture avant ça. Donc, ce sont des personnes importantes dans votre cheminement, dans votre moi, j'ai eu la chance. Quand je suis revenu à Montréal en 1966, donc juste avant l'année du centenaire d'Expo 67, je suis arrivé, les émissions présentes. Quand je suis arrivé à Radio-Canada, à Ottawa, les émissions présentes commençaient. Alors moi, j'ai pu faire de l'interview. Là, j'ai découvert le Parlement à Ottawa, c'est extraordinaire. J'étais fasciné par la politique depuis longtemps. Et j'étais là, c'est à l'époque de la commission de Rando-Danton. Déjà, le Québec, ça frottait. Trudeau est arrivé un petit peu plus tard, mais il y avait quand même toute une effervescence. Et quand je suis revenu à Montréal, j'ai été à l'émission présente pendant quelques mois. Et là, Marc Thibault, qui était le grand directeur de l'information à Radio-Canada, en tout cas à l'époque, là, qui a vraiment créé les affaires publiques et qui a donné naissance au service des nouvelles, m'a donné une chance et m'a envoyé à l'émission Aujourd'hui, qui était la grande émission quotidienne qui passait après le téléjournal du début de soirée, qui durait une vingtaine de minutes ou 25 minutes. Et c'était la grande émission qui a permis, animée par Michel Tisser, par Wilfrid Lemoine. Laplante était là. C'est là que j'ai connu Andréanne Lafont. C'est là que j'ai connu Jean Ducharme. Tous des aides, je veux dire, qui avaient un métier extraordinaire. Moi, j'étais le petit dernier là-dedans. Il y avait comme à un moment donné, comme rédacteur en chef, Paul-Marie Lapointe, c'était pas rien. Oui. Des recherchistes comme Bernard Valiquette, ça vous dit rien, peut-être Valiquette, mais c'est quand même l'éditeur de Saint-Exupéry pendant la guerre. Il y avait Gérald Godin qui était là, qui était le chef recherchiste alors. À un moment donné, je me souviens, on lunchait à midi, en face du Radio-Canada, puis Gérald Godin qui nous entend. Il dit, les gars, je m'en vais me présenter contre Bourassa. Il dit, il est fou, Gérald, qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, non, j'y vais, puis il n'y a rien, pourquoi je ne risquerais pas?
Et finalement, il a battu. Et c'était le début de tout. Et puis, il y avait quelqu'un qui parlait un peu plus fort dans le fond de la salle aujourd'hui. C'était une fille qui s'appelait Denise Bombardier. Oui. Qui faisait de la recherche, que j'avais connue un peu avant, avec qui je suis toujours resté bien ami, et puis qui n'a pas tellement changé avec les années. Et évidemment, avec qui je suis très copain, et je m'en cache pas. Mais je dis, c'est parce qu'aujourd'hui, c'était vraiment l'émission là, que Marc Thibault, le père de Sophie, là, a créée. Aujourd'hui. Et c'était les premières entrevues, comment dire, les double-enders, les doubles sources. Oui. Les doubles sources. Alors, un ministre, la première fois que nos gouvernants du Québec s'exprimaient, venaient rendre des comptes à la population. Avant ça, sous Duplessis, jamais Duplessis n'a accepté de donner un point de presse télévisé. D'aucune manière. Personne. On inventait, on créait le journalisme télévisé. On inventait, d'abord, à partir de 52, on inventait la télévision, et on créait, c'est bien sûr, c'est le journalisme électronique qui est en train de prendre sa place. Et la télévision en particulier, parce que quand la télévision est arrivée, les gens de la radio se sont sentis un petit peu bousculés. Bien sûr. Le gars arrivait avec sa caméra, puis tassez-vous, tout le monde, et puis pouf, c'est là que l'usine du clip a commencé. C'est à l'automne 70 que vous devenez animateur du téléjournal en pleine crise d'octobre. Vous avez 26 ans. Je fais entendre un petit extrait. Un autre bulletin spécial d'information. Relativement à l'affaire Cross-Laporte, nous allons tenter de vous résumer quelque peu la situation. À l'heure actuelle, on vient tout juste de confirmer que dans le coffre de la voiture Chevrolet trouvée à Saint-Hubert, c'était bel et bien le cadavre d'un des deux otages. On ne connaît pas de qui il s'agit exactement. On a refusé de révéler l'identité. C'est RDI en direct, en quelque sorte. Là. On vit l'information en plus direct que ça, au compte-gouttes. Les caméras étaient entrées dans la salle des nouvelles. On était encore à ce moment-là sur le boulevard Dorchester, qui s'appelle René Lévesque maintenant, mais c'est le boulevard Dorchester, dans l'ancien édifice au 5e étage. Et c'est la première fois que les caméras sortaient d'un studio. Il y avait 3 caméras qui étaient installées dans cette salle de nouvelles, qui était minuscule. Et c'est juste qu'on ne dormait pas sur place à ce moment-là. Il y avait tout un bruit de fond. Il y avait une ambiance incroyable. Est-ce que vous êtes conscient à ce moment-là de ce qui est en train de se passer? Mais c'est complètement fou. Je veux dire, est-ce qu'on est conscient? C'est parce que c'était nouveau pour tout le monde. Hein? C'était nouveau pour... on se disait, des événements comme ceux-là ne se déroulent pas... ça se passe pas chez nous, ça se passe à l'étranger. Il y en avait en Italie, il y en avait un peu partout. Mais chez nous, non, c'est tout à fait nouveau. Alors, c'était nouveau pour les citoyens, c'était nouveau pour le monde politique, c'était nouveau pour les journalistes également sur place. Donc, je veux dire, on apprenait en même temps. Il fallait apprendre à gérer cette crise-là de façon la plus responsable qui soit. Je veux dire, ce qui n'était pas évident. Mais comme journaliste, vous êtes excité, vous êtes dans la frénésie du moment. Ah ben c'est certain. Mais les policiers, puis on se disait, est-ce qu'ils vont venir frapper à la maison pour voir, parce qu'on en avait des petits manuels là, sur le petit livre de Mao, tout ça chez moi. Je veux dire, vous aviez ça, vous? Hein? Vous auriez pu... La police aurait pu débarquer chez vous. Ah, écoutez... Non, mais c'était une... Quoique cette époque-là, je ne sais pas ce que j'aurais été. Comme je disais, j'étais à Rimouski au moment où, en principe, j'aurais dû être à l'université. Est-ce que j'aurais peut-être pas milité dans tous ces mouvements auxquels, je sais pas, moi, du CEP parle aujourd'hui, que de mes collègues étaient. Moi, j'ai eu des amis très, très proches qui ont été dans le FLQ, là. Je veux pas, j'ai pas de nom donné, mais des amis très, très proches qui ont été au FLQ parmi les premiers membres du FLQ. Vous étiez journaliste, mais à l'intérieur de vous, comme à l'intérieur de moi, comme à l'intérieur de nous, tout le monde a des convictions, même s'ils sont des journalistes, qu'on laisse de côté. Mais vous aviez des convictions profondes. Est-ce que vous aviez même des sympathies? Iriez-vous jusqu'à là? Vous aviez des sympathies pour les personnes qui exprimaient des convictions politiques à ce moment-là? Je pense qu'il est certain que lorsque le manifeste a été rendu public, moi je me souviens, c'est Montreuil qui en a donné la lecture, quand le gouvernement fédéral, je pense que
Mitchell Charles, je pense, qui avait permis que ça se fasse, et qui était le ministre de Pierre Trudeau. Ouais. Et moi, j'étais dans la régie au moment où ça s'est fait. Et puis là, évidemment, on l'avait parcouru, ce manifeste-là, mais là, on se dit, ouais, ça passe à la télé. Je veux dire, bien sûr qu'il y avait des messages là-dedans. Bien sûr qu'il y avait des choses. Il y avait les questions d'inéquité, je veux dire, il y en a toujours eu. Là, vraiment, on les révélait au grand jour. Bien sûr, à un moment donné, on va un peu plus loin dans l'histoire. Est-ce que ça va jusqu'à prendre quelqu'un en otage? Est-ce que ça va jusqu'à assassiner la personne? Bon, ben là, évidemment, chacun bon, je peux pas dire que... Mais on n'est pas insensible à ce qui se passe. Mais pas du tout. Alors, c'est ça la responsabilité journalistique aussi. C'est ça la responsabilité. Ce métier-là vient avec de très, très grands pouvoirs. Hein. Le pouvoir de fournir une opinion juste, une opinion éclairée aux gens. Et puis, je veux dire, on n'est pas vu à ce moment-là, comme je vous dis, là, gérer une crise de cet ordre-là, de cette ampleur-là. Je veux dire, c'est très nouveau. Une opinion, et donc, c'est une responsabilité qui fait appel au sens critique. Alors, c'est ça, hein? Le métier... Donc, c'est pas que de rapporter. C'est pas que d'expliquer. Il faut contextualiser, il faut avoir un sens critique à ce qui se passe. C'est ça, c'est donner un sens à l'information. Information, ça vient, je répète toujours, vient de formare. Hein? Ça veut dire donner un... Non, mais quand même, j'ai pas perdu complètement mon latin. Ça vient de formare. Je vous crois sur parole. Ce qui veut dire donner un sens à quelque chose. Ouais. Moi, contextualiser, c'est une chose, et c'est extrêmement important, remettre dans son contexte, mais c'est pas la même chose que donner une opinion. Alors, je sais que vous allez m'amener à un moment donné sur le journalisme d'aujourd'hui. On y reviendra plus tard, probablement, mais enfin, il y a une nuance, là, quand même. Ce sont deux choses très distinctes. Mais c'est sûr, c'était un moment, c'était nouveau pour nous tous, là. Ouais. Voyons, c'était... Et tellement... faut que je vous raconte ça, quand même, parce qu'à un moment donné... lorsque le gouvernement de Bourassa, tous les ministres étaient là, c'était barricadé à l'hôtel Reine-Élisabeth, hein, pour des raisons de sécurité. La famille Laporte était là également. Absolument. N'avait pas beaucoup d'informations de la part du gouvernement, évidemment. Puis évidemment, lorsqu'on passait à la télévision avec les informations qu'on pouvait obtenir, eux étaient là, évidemment, ils se rongeaient les mains, les doigts, je veux dire, pour se dire qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va arriver, enfin, qu'en est-il, où en est-on, est-ce qu'il va être libéré, évidemment. Je parle avant qu'on apprenne qu'il avait été découvert dans un coffre de Chevrolet, voilà. de Pierre Laporte. Mais c'était donc, il y avait en principe un ultimatum qui avait été lancé par une des cellules du FLQ, M. Bourassa. Le discours était radiodiffusé, retransmis à la télévision. Alors, on écoute ça. Si vous n'acceptez pas de libérer, etc., on passe aux actes. Et M. Bourassa, dans sa façon de présenter les choses, c'est peut-être des fois un ni oui, un ni non, mais moi, j'en étais arrivé à la conclusion que c'était un refus de négocier avec le FLQ. Et là, je me souviens très bien que Michel Roy, père de Patrice, là, qui était là avec Wilfrid Lemoine, qui faisait la portion Affaires publiques, enfin, qui nous accompagnait, et dit peut-être que Derome allait un peu rapidement dans son histoire. Bon, il y en a plusieurs qui sont revenus là-dessus, etc., etc. Éventuellement, moi, bien sûr, on est toujours un peu dans l'eau chaude. Alors, Bourassa, dans ses mémoires, lui raconte, qu'il a écrit juste avant de mourir, il dit, à ce moment-là, Radio-Canada disait qu'on ne voulait pas négocier, CBC disait qu'on voulait négocier, et dit, j'avais ma marge de manœuvre. Ça, c'est du Bourassa, tout craché. Alors finalement, plusieurs années après, lorsque j'ai quitté le journal, j'ai fait une série d'entrevues, ce qui s'appelait Les années de Rome, là, oui. où 4 émissions, 4 décennies. Et puis je suis revenu avec Jérôme Choquette, qui était le ministre de la Justice à l'époque. Oui. Et je suis revenu, je dis, est-ce que vous avez vraiment voulu négocier? Il dit, on n'a jamais voulu négocier, puis on voulait gagner du temps. Alors je me dis, on fait son métier comme on peut, mais évidemment, c'est extrêmement risqué. Et voyez un peu la vitesse, là. C'est-à-dire, quand on pense, la réflexion, à quel point elle est importante dans ce métier-là. La réflexion, c'est quelque chose c'est une denrée, ça fait partie de l'ADN du métier qu'on fait, la réflexion. Et quand on parle de la vitesse aujourd'hui, ça, c'est autre chose. Et c'est ça qui peut nous jouer des très mauvais tours. À 22h20, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient,
que l'option du non remportera ce référendum. Je répète, à 22h20 heure de l'Est, Radio-Canada prévoit, si la tendance du vote se maintient, que c'est l'option du non qui remportera ce référendum. Donc, avec ces images des gens aux métropolis, une majorité de Québécois... Le journaliste et présentateur Bernard Derome se confie à Gérald Filion à l'émission Les Grands Entretiens sur ici Radio-Canada Première. On parle beaucoup de cet événement de 1970, d'octobre 70. Ouais. Vous avez vécu plusieurs autres événements que les gens connaissent, les référendums, les élections, etc. Est-ce que vous avez conscience, Bernard, que vous êtes l'histoire? Parce qu'à un moment donné, vous décrivez l'histoire, vous racontez les événements. Puis quand on fouille dans les archives, c'est votre voix, c'est votre image qu'on retrouve. Puis vous êtes encastré finalement dans cette histoire-là. 1970, octobre 70, on voit Gaétan Montreuil qui lit le texte. On vous voit, les élections, les référendums, on vous voit. Est-ce que vous êtes conscient que vous faites partie de cette histoire? Ben, c'est l'image qui est, là. Que vous l'acceptez? Est-ce que vous l'acceptez que vous faites partie de l'histoire? Je trouve que ça fait prétentieux que de dire je l'accepte. Je veux dire, je suis là, j'y étais, je l'ai vécu. Ce n'est pas moi qui ai dit aux gens, pensez de telle manière, voici ce qu'il y en est. Vous avez fait votre travail. J'ai fait mon travail avec beaucoup de plaisir, bien sûr que c'était pas évident, là, ça venait pas tout cuit comme ça, mais est-ce qu'il faut accepter ça? Je veux dire, si, bon, moi j'ai un peu de difficulté à accepter ça, je vous le dis très honnêtement. Je fais partie des soirées des gens, peut-être, je les ai distraits. Non, enfin, non, ça, non, j'exagère. C'est votre humilité, vous avez fait plus que distraire. Ouais. Moi, je suis timide, hein, et ouais. Je suis timide dans la vie. Je suis très timide, mais j'ai pas froid aux yeux, par ailleurs. Non. Alors, je veux dire, dans le métier, ça ne nuit pas que de ne pas avoir froid aux yeux. À l'occasion, moi, j'ai eu l'occasion il m'est arrivé d'avoir des échanges quand même assez, comme disait M. Ryan, virils, oui. avec des femmes et des hommes politiques. Absolument. Surtout. Et c'était basé sur le travail. Pour avoir travaillé avec vous, vous nous le disiez comme journaliste, mais durant toute votre carrière, vous l'avez dit à plusieurs reprises, travail. Talent, et vous avez dit, c'est peu. C'est peu, c'est ça, 85% du métier, c'est le travail, 15% de talent. Oui. Vous saviez ça déjà très jeune? Oui, moi, je me souviens que, je parlais de l'émission Présent, quand je suis revenu à Montréal, j'étais à Présent, puis un matin, je pense que c'était Colette Devlin, je pense, qui était l'animatrice du matin de l'émission Présent, une fille absolument formidable, qui a un sens de l'humour, mon Dieu, et qui n'y était pas ce matin-là, et moi, on m'a demandé à pied levé de remplacer à l'animation. J'étais arrivé là, blablabla, je fais mon truc, mais j'étais tout nouveau, moi, à Montréal à ce moment-là. Et dans l'après-midi, je croise Mireille Couture qui me dit, coudonc, ce matin, je vous ai entendu à la radio, il dit, aviez-vous un texte devant vous? J'ai dit non. J'ai dit, j'avais des notes. Mais il dit, je dois dire que c'était quand même très bien ce que vous avez fait, je vous ai entendu. Et il m'a dit, la meilleure improvisation est toujours celle que l'on prépare. Ça, je n'ai jamais oublié ça. Ça a toujours été une règle de vie, une règle de travail. On n'a jamais su où vous logiez politiquement. Vous ne saurez pas non plus aujourd'hui. C'était pourtant ma prochaine question. Vous êtes libre, Bernard. Ouais. Mais vous avez protégé et cette neutralité, vous l'avez affichée, vous l'avez maintenue. Et maintenant que vous avez quitté Radio-Canada, que vous faites toutes sortes de projets encore aujourd'hui, vous tenez à maintenir cette neutralité publique. Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait. Je trouve ça important. J'ai aucune raison de dire... Tu sais, là, on entre dans un nouveau cycle, là, en ce moment, là, politique, là. Je pense qu'on entre dans un nouveau cycle politique. Depuis 50 ans, il y aura des élections au Québec. Depuis 50 ans, c'est toujours les mêmes ritournelles, les mêmes refrains qui reviennent. On est-tu fédéraliste, on est-tu souverainiste, on est-tu séparatiste? Quel mot incroyable. Est-ce qu'on est... Là, on change là-dedans. En principe, pour la première fois, il devrait pas être trop question, enfin, des questions constitutionnelles. Bon, à moins que, faut pas, on sait jamais, on connaît pas l'avenir. Mais c'est certain que je regarde du premier référendum au deuxième référendum, la façon dont les choses se sont déroulées. Évidemment,
il est certain que la première fois, évidemment, c'était tout nouveau, là, et puis tout le monde se soupçonnait, puis il était comme ci, puis il était comme ça. Puis même à l'intérieur de la salle de nouvelles, je me souviens, tu sais, on disait, un tel doit être comme ci, un tel doit être comme ça. C'est fou, hein? On était bon. Et puis, bon, il y a eu des excès, je dirais que le deuxième référendum, malgré tout, s'est déroulé de façon plus posée, malgré tout. Je ne dis pas que les enjeux n'étaient pas les mêmes, là, mais je veux dire plus posés. Je veux dire, le débat s'est fait quand même un peu mieux. Bon. Est-ce qu'un troisième, ce sera encore plus... Non, mais enfin, on n'en est pas là. Bon. Avec les médias sociaux, avec l'Internet, avec tout ce qui peut se passer, puis la façon qu'on traite de l'information aujourd'hui. Mais vous qui avez donc cette liberté, qui n'êtes plus à Radio-Canada, puis tenu de ne pas vous prononcer là-dessus. Vous tenez à cette neutralité. C'est bien certain. Non, je veux dire, je ne peux pas être chef d'antenne. On ne peut pas être chef d'antenne avec... Non, mais aujourd'hui. Mais même aujourd'hui, j'ai aucune raison. Je veux dire, parce qu'il y a plusieurs de nos collègues qui quittent le journalisme et s'en vont en politique, puis s'affichent. Non, mais j'ai choisi de ne pas aller en politique depuis longtemps. C'est certain que dans le passé, moi, j'ai été sollicité là, par tous les partis, sauf un ou deux. Lesquels? C'est pas vrai, je vais pas vous poser la question, mais pourquoi vous n'êtes pas allé en politique? Lesquels, exactement? Mais pourquoi vous n'êtes pas allé en politique? Par charité, je les nommerai pas. Non, pourquoi je suis pas... Non, parce que je me suis dit, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour... Il faut faire attention aussi. Les femmes, les hommes politiques, ils sont comme ci, ils sont comme ça. Là, les gens d'urbaine, il faut se méfier de cela. Et j'ai toujours pensé, moi, quelqu'un qui décide de consacrer sa vie à la politique, je veux dire, il faut un certain courage, il faut une certaine abnégation. Je sais très bien ce que ça représente pour ces gens-là. C'est pas simplement de dire on monte dans l'échelle sociale, ça marche pas comme ça. Non. Moi, j'ai de l'admiration. Un gars comme Claude Castonguay, par exemple, qui a donné quelques mandats de sa vie, qui a créé l'assurance hospitalisation. Bon, il y avait un but très précis pour faire de la politique. D'autres l'ont fait. Moi, je ne me voyais pas là-dedans. J'ai dit, je pense que je suis peut-être mieux placé pour décrire la rondelle. La difficulté d'être un homme de parti aussi. Moi, je suis un homme de groupe, je suis un homme d'équipe. Je crois être d'équipe. J'ai toujours pensé que l'équipe est importante, l'équipe réduite, consensus. Moi, j'ai pas le monopole de la vérité. J'ai toujours tenu à mettre mes camarades, mes proches camarades au travail dans le coup des décisions qu'on prenait. Même si je me disais, j'aimerais faire passer telle idée. Si à un moment donné, on me faisait la preuve que ça ne tenait pas, je suis prêt à dire, d'accord, je me rends d'une certaine façon. Mm-hmm. La ligne de parti, parfois, c'est très particulier. C'est très particulier. Et plus ça avance maintenant, évidemment, bien sûr que le rôle d'un député ou d'une députée, il reste peu de choses. C'est ça le problème. Dans le comté, je pense qu'il y a un travail extrêmement important à faire, mais sur le plan législatif, tu sais, ça se résume beaucoup, de plus en plus, au bureau des premiers ministres. Et puis, ce qu'on se rend compte d'une chose, c'est qu'un parti, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un parti politique, quand il est dans l'opposition, est à l'écoute de tout le monde. Ah oui, c'est une très bonne idée. Oui, madame, bien sûr qu'on va en tenir compte. Et puis, ils sont très ouverts. Et dès que le pouvoir arrive, ça prend peu de temps qu'une espèce de mur qui s'érige autour d'eux, là, qui grimpe. Et puis, à un moment donné, on n'entend plus la rumeur, ce qu'il y en est. On perd contact avec une réalité qui est extrêmement importante d'avoir en vue. C'est récent, ça? Non, ça fait très longtemps. Moi, il y en a deux, je dois vous dire, qui avaient tendance à jouer beaucoup de téléphone. C'était Robert Bourassa, et le week-end, donnait des coups de téléphone. Il appelait des journalistes, des fois, bien sûr, puis Brian Mulroney aussi faisait ça. Évidemment, qu'il y a un sens de rassemblement assez incroyable. Il l'a prouvé, d'ailleurs, pendant qu'il était en politique. Mais c'est pas récent, ça continue de plus belle, encore de plus belle. Et quel regard vous portez aujourd'hui sur le climat politique avec le populisme, la montée du populisme, que ce soit en Europe ou ici, Donald Trump, Marine Le Pen, le Brexit,
on n'est pas protégé de ça jusqu'à un certain point. Quel regard vous portez là-dessus? C'est-à-dire, c'est que de plus en plus, je pense que la montée des réseaux sociaux, par exemple, je pense que ça y est pour quelque chose. Il n'y a pas d'erreur. Je veux dire, la polarisation, elle est là, elle est incroyable. Les réseaux sociaux, c'est la voix du peuple sans filtre. C'est ça qui se passe maintenant aujourd'hui. Alors, évidemment, chacun est dans son petit univers, dans sa bulle, et puis on est abonné à un groupe de presse ou de télévision, ou enfin de ce que vous voulez, puis on va pas ailleurs. Alors, on a une ligne de pensée qui est comme ça. Je veux dire, il y a une espèce d'ouverture qui manque. Enfin, bon. Il faut se méfier, il faut faire extrêmement attention. Il faut faire attention à ces gouvernements aussi qui, depuis les années 60, ça a commencé il y a très longtemps, tous ceux qui sont là comme conseillers auprès des ministres, auprès des premiers ministres, ce sont des gens, bien sûr, associés à des boîtes de relations publiques, beaucoup. Oui. Beaucoup de journalistes qui sont trouvés là. Parfois, par expérience, on peut aller voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de la clôture. Les premiers qui ont commencé ça et qui n'y sont pas restés, ça remonte à 1960. Je pense que c'est quand Lesage a été élu, Jean Lesage. Jean Paré est allé comme espèce de conseiller de presse. Ouais. Jean-V. Dufresne, c'était pas les derniers venus, ces gars-là, là, quand même. Là, je veux dire, ils ont quitté, ils ne sont pas restés, là. On sait très bien, là, dans la carrière que ces deux gars-là ont mené et l'héritage qu'ils laissent. Et quand on regarde aujourd'hui, on voit les relationnistes augmenter, le nombre de relationnistes augmente et le nombre de journalistes est en chute libre à peu près depuis une dizaine d'années, depuis une décennie. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui est en train de se passer dans le monde journalistique? Mais ce qui me passe en ce moment, je veux dire, la pire calamité, c'est la vitesse aujourd'hui, c'est la vélocité. Moi, je plains beaucoup les journalistes aujourd'hui. Bon, quand je peux parler dans le vieux temps, mais même il n'y a pas si longtemps que j'ai quitté le quotidien, les réseaux sociaux, il n'y en avait pas, ou enfin, c'était ça commençait, disons. À peine. Bon, mais alors, le flux d'informations aujourd'hui, c'est la vélocité, c'est ça le danger, c'est ça le problème qui porte ombrage à la réflexion. C'est ça le gros problème. Une vitesse, là, au point où on en perd l'historicité des choses. Une nouvelle aujourd'hui, là, ça ne dure pas plus que quelques heures. Hein, je veux dire, on dit que quoi, c'est les nouvelles qui durent, il y a peut-être 4% des nouvelles seulement qui durent, alors que 75% ne dureront pas plus que 2 heures. Je veux dire, on voit un peu là, il faut faire la part des choses à quelque part. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? Les réseaux sociaux là-dedans, et puis les risques de dérapage qui sont extrêmement élevés, et puis l'opinion, puis le commentaire. Ça, il y en a beaucoup trop, quant à moi. Je veux dire, moi, le journalisme, là, je répète ça à qui veut l'entendre, c'est comme la roue. Hein? La roue, là, elle est ronde. Et puis, si elle n'est pas ronde, si elle est carrée, ça ne tournera plus rond. Mm-hmm. Tout ce qu'on peut faire à la roue, c'est d'en changer les matériaux. C'est la seule chose. L'ADN, là, ne changera pas. Et puis, la première denrée, je pense que je disais que c'était le contenu, mais ce sont les faits. Je veux dire, c'est un peu cucu parler comme ça, mais il faudrait quand même revenir. Il faut quasiment se le rappeler. Hein, moi, je pense que c'est la base du métier. Vous pouvez retrouver cette entrevue avec le journaliste et animateur Bernard de Rome et les autres grands entretiens en direct ou en balado sur l'application Ici Radio-Canada Première et sur notre site web. Revenons à 1952. Vous avez parlé du début de la télévision. 6 septembre 1952, Louis Saint-Laurent, lors du lancement de la télé de Radio-Canada. Voilà un événement qui fait époque dans l'histoire de notre pays. Le début d'un service canadien en télévision. Nous savons par l'expérience que d'autres pays en ont fait que la télévision exercera une influence prodigieuse sur la vie d'un grand nombre de familles. Du fait que la télévision apportera chaque jour de vives images dans tant de foyers, elle deviendra une très grande force sociale. Cette force peut être préjudiciable à la nation ou lui être très profitable. Au Canada, nous avons décidé qu'il fallait exploiter la télévision dans le dessein d'enrichir notre vie nationale. C'est intéressant d'entendre ça aujourd'hui. Et
quel est le rôle du service public aujourd'hui? Ben, c'est ça, le service public, c'est ça qui est important. C'est un peu notre vie à Radio-Canada. Hein? Ça n'a pas changé depuis 1952. Ce que Louis Saint-Laurent décrit à ce moi, moment-là, c'est encore ça aujourd'hui. Mais moi, je crois que c'est ça. Il faut que ce soit ça. Le service public, il faut quand même qu'à quelque part, là, on trace la ligne. Je veux dire que le contenu, je veux dire qu'on se prête pas à tout ce qui plaît. Je veux dire, est-ce qu'on fait des sondages pour savoir ce que les gens veulent entendre, veulent voir, veulent écouter? Non, je pense. Enfin, certains peuvent le faire. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est bien beau là, du chocolat, mais trop de chocolat, je veux dire, ça donne des hauts le cœur. Alors, écoutez, je pense que la pertinence est là. Je veux dire, comme je dis, la responsabilité. Prendre l'antenne, on dit pas n'importe quoi. J'ai toujours dit que c'était un moment privilégié pour nous. Moi, j'espère que j'en ai pas abusé, mais j'ai eu cette chance-là d'être là régulièrement. Et puis en disant, on est là pour essayer de douter, parce que c'est intrinsèque au métier que l'on fait, le doute, là, il faut, et c'est ce qui nous fait avancer. Et puis il faut accompagner les gens à travers cette question dubitative. Vous êtes encore journaliste aujourd'hui parce que vous faites différents projets. Vous avez fait du documentaire dans les dernières années. Qu'est-ce que vous aimez encore le plus dans ce métier-là? Qu'est-ce que vous avez aimé le plus? C'est la passion, c'est de découvrir, c'est le fait d'apprendre encore beaucoup. Je veux dire, évidemment, j'ai été confiné moi, pendant plusieurs années c'est le journal quotidien, c'est ça, des émissions spéciales et tout. Maintenant, je veux dire, j'ai quand même, on élargit un peu la palette de ses connaissances. J'en ai encore besoin. J'ai besoin de tout l'aspect humain des choses. Ça a toujours été essentiel dans l'approche des interviews que j'ai faites, même dans le cas de ce qu'on appelle les hot seats avec certains hommes politiques en particulier. Là, c'est ça qui m'attire beaucoup. Et puis c'est le plaisir de découvrir, puis la passion de partager des informations qu'on collige et puis d'essayer de dire aux gens, regardez comme c'est merveilleux. Je veux dire, il y a quelque chose de très rafraîchissant là-dedans. Et qu'est-ce qui a été le plus difficile? Dans le métier? Dans le métier. Je pense que c'est la rigueur, je pense que ça fait partie du métier. La rigueur, ça fait partie du métier. Moi, il n'y a pas un soir où je ne quittais pas le téléjournal. Évidemment, on faisait toujours un petit post-mortem après. Là. Mais moi, je me disais, est-ce qu'aujourd'hui, en sortant, là, je retournais à ma voiture, là, je me disais, est-ce qu'on a fait une bonne émission aujourd'hui? Est-ce qu'on a fait quelque chose? Est-ce qu'on a été pertinent? Est-ce qu'on a été correct? On peut jamais en être convaincu, mais je veux dire, c'est toujours la question qui se pose toujours. Chaque fois qu'on prend l'antenne, est-ce que it was a news that fits to print, comme ils disent dans le New York Times. Voyez un peu, et c'est ça la pertinence du métier. On dit pas n'importe quoi. On fait pas n'importe quoi. Et ça, je veux dire, encore là, c'est ça le service public. Ouais. Vous êtes un modèle pour des générations de journalistes, y compris celui qui parle en ce moment, et vous avez créé, innové en matière d'information télévisée. Est-ce que c'est important pour vous d'être un mentor? Bien, c'est-à-dire, moi, je crois que tant mieux si on me dit que j'ai inspiré bien des gens de se lancer dans ce métier. Ah oui, vous êtes un modèle. Bon, c'est bien gentil. C'est gentil. À vous, Gérard. Et à d'autres aussi. Mais moi, je crois en l'avenir du journalisme et tout. Puis aujourd'hui, on me pose la question, est-ce que vous accepteriez de faire la même chose indépendamment de la précarité du métier? Je dirais oui, il faut. Il y aura toujours des histoires. Puis je veux dire, peu importe la technologie, peu importe ce qui arrive de la suite des choses, il faudra raconter ces histoires-là d'une manière ou de l'autre. Il faudra rapporter des faits. Je veux dire, ce sont des... Bon, alors, je pense que les jeunes méritent d'être appuyés. Il y a des écoles de journalisme, effectivement, aujourd'hui, qui font un travail absolument merveilleux. À l'UQAM, il y en a. D'ailleurs, la première bourse Bernard de Rome en journalisme a été décernée le 19 mars dernier, 2018, à l'étudiante Isabelle Grignon-Franck. Ça représente quoi pour vous, ça, ce geste-là? Moi, je veux dire, je peux bien vous le dire, là, c'est... Bon, on m'a décerné un très beau prix l'an dernier, le prix du Québec, Guy Moffett, les prix du Québec. Puis il y avait une bourse qui venait avec ça, 30 000 $. Et j'ai dit très spontanément,
Je pense que, enfin, si ça peut aider quelques journalistes, on crée une bourse. Enfin, moi, je voulais pas que ça s'appelle la bourse Bernard de Rome, là non plus, mais enfin, l'UQAM, et comme c'est l'UQAM qui m'avait patronné dans ce prix du Québec avec Radio-Canada, je dois le dire, mais je me sentais, j'ai reçu beaucoup ce métier qui m'a apporté énormément et qui me rapporte encore beaucoup, et j'apporte, enfin... moi, ça allait de soi. Je veux dire qu'on fasse un petit quelque chose, simplement, pour... ça peut donner un coup de pouce à quelqu'un. Il y a tellement à faire, la précarité. Il faut que le gouvernement comprenne aussi, je veux dire, qu'il y a besoin d'une presse libre, qu'il y a besoin de cette démocratie-là. Je veux dire, c'est encore là, c'est cucu, mais je veux dire, il faut que le gouvernement le comprenne qu'il y a cette presse libre-là et qu'il vienne en aide aux médias de façon générale. Je veux dire, c'est fondamental. Il me semble qu'on n'a pas besoin de faire un très grand dessin là-dessus. Vous avez reçu plusieurs prix et reconnaissances, puis je me rappelle, Bernard, d'être entré dans votre bureau quand vous avez reçu l'Ordre national du Québec. Et je ne sais pas si vous en rappelez, mais vous aviez une émotion qui vous habitait à ce moment-là. Ce prix-là de l'Ordre national du Québec vous touchait droit au cœur. Vous m'avez dit à ce moment-là, c'est comme ma québécitude qui était reconnue. Moi, je vais vous dire, tu sais, on reçoit des prix, là, c'est toujours un peu gênant, tout ça, mais enfin, bon, est-ce qu'on les mérite nécessairement? C'est toujours, est-ce que vraiment c'est nous qui devrions recevoir cette récompense-là? Mais une fois qu'on finit par l'accepter, bien sûr, et puis on le fait, puis ça flatte l'ego, ça, je le crois. Mais en même temps, il y a quelque chose de très émouvant quand ça vient de ton peuple, quand ça vient du peuple auquel tu appartiens. Moi, je dis, bon, je suis un Canadien, mais je suis un Québécois aussi, là, jusqu'à preuve du contraire. Il y a un amour du Québec. Moi, je veux dire, j'ai mon nationalisme à moi, je veux dire, et puis, ben voilà. C'est ça, la québécitude, c'est ça. Il y en a une québécitude, et elle m'entoure, et je la chéris. C'est quoi la suite, Bernard de Rome? La suite, je sais pas, j'espère qu'il y aura encore, comme les chats, là, est-ce qu'on a plusieurs vies, non? Ça a l'air que non, mais quand même, j'espère qu'on va pouvoir durer encore un peu, j'espère pour être utile encore un peu, j'ai encore des choses à découvrir, j'ai encore des... c'est pas une question c'est la satisfaction d'être utile encore, et puis peut-être si l'expérience qu'on a pu acquérir avec les nombreuses années, si elle peut servir encore, elle peut être utile au bien public, et c'est ça le service public aussi, tant mieux. Et moi, je suis encore disponible, et je suis preneur. Oh, parfait. Donc, le téléphone va sonner, je pense. Bernard, merci beaucoup. Merci, Gérard. Merci pour cette heure. Merci, ensemble. Merci, Gérard.